Il faut parfois tout perdre pour ne plus avoir peur de perdre. En l'espace d'une nuit, Mina a tout perdu. À quoi est-ce que l'on se raccroche quand un drame emporte sa vie ? Comment croire en demain quand ce que l'on a construit pendant des années n'est plus ? Du jour au lendemain, Mina se retrouve à un carrefour de vie, tombée dans la dépression ou puisée dans la vulnérabilité la plus grande de ses forces. Il y a une forme de courage à choisir d'être heureux. Mina a su le trouver et le cultiver de la plus belle des façons. Elle s'est libérée pour libérer le monde, et c'est peut-être la phrase qui résume le mieux cet épisode. Mina m'a accueillie dans son petit cocon au milieu des montagnes, dans la Drôme, pour recevoir mon micro jeune. C'était un moment aussi enrichissant qu'apaisant. Sous le crépitement du feu, on a parlé de relations amoureuses, d'éducation, de l'importance d'oser faire des erreurs, de courage, d'abandon, et de la magnificence de cette vie qui ne demande qu'à ce qu'on lui ouvre nos bras. Bonjour Mina. Bonjour Victoria. Je suis ravie d'être chez toi, en Drôme. On est dans ta belle maison, au-dessus des nuages, comme tu dis. C'est magnifique. Je suis très très heureuse d'être accueillie dans ce petit havre de paix. Et c'est la première fois qu'un de mes invités m'invite à passer la nuit chez lui. Donc merci 1000 fois pour ces moments. De rien, et ça aurait été un peu difficile quand même pour toi de repartir de ma montagne sans dormir. Hein. Et je suis heureuse aussi que tu te réveilles dans cette nature incroyable qui nous montre que la vie, elle est bien lumineuse au-delà des nuages. Et c'est pas qu'une métaphore. Comment tu te décrirais, toi, Mina, en quelques mots ? Ça, c'est toujours la question piège. Parce que se décrire, c'est se définir. Et je peux guère me définir vraiment. Mais je dirais que j'ai un élan intérieur depuis des années et aller au-delà de toutes les limites que j'ai cru que j'avais et qu'on me dit qu'il y a. Je sais au plus profond de moi qu'il y a une vie plus belle, plus lumineuse et qu'il ne faut pas l'attendre des autres. Donc je suis je dirais une chercheuse et une accompagnatrice d'éveil à la joie, je crois. Est-ce que tu as toujours vu la vie comme ça, quand tu étais petite, que tu avais 7 ans ? Comment tu imaginais ? Justement, oui. Je me souviens qu'on m'appelait le rayon de soleil. J'étais toujours en train de danser, de chanter, de sauter sur un pied, mais c'était pas forcément bien vu. Pourquoi, à ton avis ? Eh bien, c'était pas bien vu par les gens qui avaient coupé leur vivance, justement. Mais ça, je le savais pas à l'époque, mais c'est maintenant que j'ai le regard extérieur. Autour de moi, il y avait des personnes qui avaient du mal à vivre, qui étaient en souffrance psychologique. Parfois, je ne comprenais pas qu'elles me stoppaient brutalement dans cette vivance qui, pour moi, était de l'amour, en fait. Et ça a été souvent un choc quand je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on imagine, les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément heureux de nous voir heureux. Il y a une forme de courage à choisir d'être heureux et de ne pas le réprimer, de ne pas réprimer sa joie dans cette époque-là. Quelles études tu as entrepris ? Vers 20 ans, comment tu imaginais la vie des grands et ta vie à toi ? Moi, j'étais déjà dans la vie des grands à 20 ans, puisque j'étais mariée. Je me suis mariée à 18 ans, plus pour quitter ma famille, je dois dire, parce que cette famille que j'aimais profondément, pourtant, justement, elle représentait pas la vivance. Et il y avait quelque chose en moi qui voulait pas faire perdurer. Il y avait beaucoup de traumas, Alors, il y avait des moments chouettes aussi, vivants, joyeux. Justement, je les connaissais ces moments-là. Mais j'ai toujours l'impression que le drame prenait le dessus sur tout. Et j'avais qu'une envie, c'était quitter cette atmosphère. Pourtant, je les aimais, c'est pas par désamour, manque d'amour, mais je ne souhaitais qu'une chose, c'était rencontrer, alors là, le gros fantasme, rencontrer l'homme avec qui j'allais créer une belle histoire d'amour et pouvoir être libre, parce que je ne me sentais pas libre non plus chez moi. Pour moi, c'était une forme de liberté de partir. Tu nous parles beaucoup dans tes conférences, dans tes livres, de relations toxiques, justement. C'est très facile, je pense, quand on est autour des 18-20 ans, de s'accrocher à une personne et d'en faire le centre de notre vie. Comment on fait pour ne pas tomber dans une relation toxique, mais garder sa lucidité à se dire ok, j'ai aussi ma vie, il y a sa vie, il y a notre vie ensemble, et faire la part des choses. Alors ça serait tout un développement.
Mais ce que la vie m'a appris, c'est que si on découvre l'amour de soi-même, si on commence à cesser d'attendre l'amour des autres, l'approbation des autres, et que peu à peu on réalise, on prend conscience que ce que nous sommes par droit de naissance, je dirais, c'est que nous sommes des êtres aimables, des êtres joyeux, lumineux naturellement, hein, et que nous n'avons pas besoin de nous réduire pour recevoir des miettes d'amour ou de l'attention des autres. C'est-à-dire que la problématique des relations toxiques, et ça, c'est un sujet passionnant parce que quelqu'un qui lui-même ne s'aime pas, comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer, par exemple, à son enfant l'amour de soi? Et nous sommes une génération, et les jeunes qui arrivent maintenant sont une génération, ils doivent comprendre que c'est à eux de révéler cet amour que peut-être les parents ou les générations avant n'ont pas su cultiver, exprimer, parce qu'il y avait de la pudeur, parce que ça ne se faisait pas, parce que culturellement, on n'exprime pas ses sentiments, etc. Ce qui a rendu ce qui a créé des générations de personnes qui n'étaient pas sûres d'être aimables, qui n'étaient pas sûres d'avoir de la valeur, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. La pire des chutes, je dirais, de l'humanité, c'est de croire qu'elle est séparée du soleil, de la lune, de la nature, de la lumière, etc. Et en fait, nous sommes totalement en interaction avec tout ce qui est autour de nous. Et quand on commence à s'y abandonner et à à aller dans la nature justement et à percevoir sa douceur, sa beauté, son enveloppement, tout d'un coup, on ne se sent plus seul. Et même le plus, je dirais, païen des païens, quand il est vraiment dans la nature, immergé dans la nature, il peut percevoir, je dirais, cet amour de la nature pour nous. Et l'amour, pour moi, c'est l'essence de la vie, du vivant, de l'énergie qui constitue ce monde. Et ceux qui habitent en ville, comme à Paris par exemple, qui sont déconnectés de cette nature, comment ils peuvent apprendre à s'aimer eux-mêmes? Ah mais heureusement qu'on n'a pas besoin d'être immergé tout le temps dans la nature. Je donne cet exemple-là parce que je pense que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, a vécu cette expérience de se promener dans la forêt ou dans un parc, ne serait-ce au printemps, tout d'un coup il y a le soleil qui arrive sur nous, on entend les oiseaux, puis il y a comme une forme d'expansion de notre être. C'est comme si les pensées diminuaient. Et quand les pensées diminuent, quand le mental diminue, prend des vacances, c'est comme si ça laissait la place à un espace intérieur de plénitude, de joie, de bien-être. Il y a un abandon, je dirais, à la vie quand le mental commence à se calmer, justement. Et souvent, on recherche des relations très jeunes, des relations d'amour, etc. Parce que dans la relation amoureuse, c'est peut-être le seul moment vraiment où on s'abandonne totalement. On se laisse fondre dans la relation. Et le moment extatique qu'on peut ressentir quand on est dans une relation à deux, eh bien c'est le moment où on ne peut plus contrôler, on ne contrôle plus. On ne contrôle plus. Les corps nous permettent, le désir des corps nous permet de lâcher le mental. On ne peut pas à la fois être dans la sensation profonde, intense, puis en même temps être dans la tête. C'est pour ça que les relations amoureuses, pour moi, sont une super opportunité de s'abandonner à cette vie qui circule en nous. Le risque, c'est de croire, quand on vit un orgasme, par exemple, que c'est l'autre qui nous l'a donné. En fait, l'attirance physique, moi je dirais que c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau de la vie, pour nous amener à ne pas avoir peur de se rapprocher des êtres. Et donc la relation amoureuse, c'est intéressant pour ça. Où ça devient embêtant, c'est quand on devient dépendant de l'autre. Et quand on croit que c'est l'autre qui nous amène cette extase et cette plénitude dont je viens de parler. Et comment on fait pour ne pas tomber dans cette dépendance? Parce que justement, quand on s'abandonne à l'autre, quelque part, la dépendance, elle vient assez naturellement. Elle vient si on n'est pas conscient de ces phénomènes-là, c'est-à-dire que si on croit que c'est l'autre
qui nous amène le plaisir, oui, on va devenir dépendant parce que on se déresponsabilise en fait de ce qu'on est en train de créer à notre insu à l'intérieur de nous grâce à l'autre. C'est comme si l'autre était un interrupteur qui nous permet enfin d'être vulnérables. Hein, parce que on est aussi dans une société où on a besoin de montrer qu'on contrôle, voilà, qu'on sait bien faire toutes les choses. Enfin, cette espèce de besoin de paraître, d'être fort, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement dans la vulnérabilité qu'on va toucher la plus grande de notre force. Parce que quand on est vulnérable, et c'est ce qui se passe quand on est amoureux, quand on est vulnérable, on peut s'ouvrir à beaucoup plus de perception que lorsqu'on est dans le contrôle et le contrôle du mental. C'est-à-dire, c'est comme si on allait recevoir des messages indirects de la vie, de l'univers autour de nous, qui va te dire non, 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 ne continue pas cette relation, par exemple. On va l'entendre, on va le percevoir, on va capter qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas sain dans la relation dans laquelle on s'est mis. Si on est complètement aveuglé et qu'on a peur de perdre l'autre, on ne va pas écouter ces petits murmures de la conscience. En fait, souvent, on tombe dans des relations par ce que j'appelle un idéal utopique. C'est-à-dire on a une idéalisation. Alors bien sûr, évidemment, les séries télé, les films, les chants nous amènent à cette espèce de, j'ai envie de dire, de bisounours de l'amour. Parce que oui, le prince charmant, ça existe encore. C'est-à-dire, on croit que quelqu'un qui nous est dû, une âme sœur, va arriver là, et quand cette personne va arriver, tous nos problèmes vont se dissoudre. Oui, ça existe au début. Parce on envoie des projections. C'est-à-dire qu'on est dans des amours idéalisés. L'autre va représenter l'idéal auquel on s'accroche, que avec lui ou avec elle, toute ma vie va être tellement merveilleuse, va être tellement douce, etc. Sauf que si tu fais porter un costume à quelqu'un et qu'il est étriqué, qu'il n'est pas bien dedans, c'est le costume de ton idéal, le costume de ton imaginaire, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle va étouffer, elle va faire craquer le costume et tout d'un coup, tu vas te rendre compte que la personne qui est en face de toi n'est pas celle que tu croyais qu'elle devait être. Et le pire, c'est d'attendre que l'autre répare toutes ces blessures qu'on a pu avoir. Quand je parle de blessures, je dirais même d'abus. Dans notre société, tant que les personnes n'auront pas compris qu'elles méritent tout l'amour, qu'elles sont des êtres dignes d'amour, que tous les matins, elles devraient se prendre elles-mêmes dans les bras, s'aimer soi-même, avoir de la gratitude pour qui nous sommes. Et surtout les jeunes, si vous commencez à comprendre que vous devez vous donner cet amour, que quand vous êtes devant le miroir, vous devez vous dire « mais t'es magnifique, tu es magnifique ». Mais oui, j'ai un bouton là, oui, mais j'ai ceci là. Ok, tu es magnifique parce que nous n'avons pas besoin de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un pour être digne d'amour. Mais ça, on nous le dit pas assez. Oui, mais justement, je me dis que la seule éducation vraiment qui pour moi est la plus précieuse, c'est pas d'apprendre à un enfant à être poli, bien élevé, laver ses mains, etc. C'est de sans arrêt dire à son enfant qu'il est magnifique. Parce que quand un enfant entend depuis qu'il est tout petit qu'il est magnifique, il est magnifique. Alors les gens des fois ont peur, oui, mais il va devenir arrogant, prétentieux. Mais c'est pas vrai tout ça. Quelqu'un qui entend par les personnes qu'il aime le plus qu'il est magnifique ne va plus jamais en douter. Je me souviens d'avoir rencontré une personne en Polynésie qui arrêtait pas de dire à sa fille « Tu es magnifique, un bébé, hein, tu es magnifique ». Puis je dis « Mais tu dis toujours qu'elle est magnifique ?» Elle me répond « Elle est magnifique, non ? Moi aussi, je suis magnifique. J'étais magnifique quand j'étais enceinte, j'étais magnifique quand j'avais 30 kilos en plus, j'étais magnifique quand j'avais 40 kilos en moins, j'étais magnifique quand j'avais des boutons, j'étais magnifique. » Elle était vraiment d'un naturel incroyable. Elle me dit « Toi aussi, tu es magnifique, mais tout le monde est magnifique. » Et je lui ai demandé « Mais alors, tu t'aimes ?» Puis elle me regarde et elle me dit « Mais je n'ai aucune raison de ne pas m'aimer. » Et je trouvais ça puissant. Parce que ici, chaque fois que je parle comme ça aux personnes, elles essaient de m'énumérer des raisons pour lesquelles elles devraient être aimées. Mais il n'y a aucune raison pour être aimée. C'est notre droit de naissance.
Et c'est là le vrai problème. C'est que si nous avions tous reçu cette certitude combien nous sommes aimables, que nous n'avons rien à prouver, que nous n'avons pas besoin d'être gentils ou d'avoir des bonnes notes à l'école ou je ne sais quoi pour être aimés, il y a une certitude intérieure qui s'installe, il y a un amour de soi, une estime de soi qui s'installe. Eh bien, à un moment donné, nous développerions d'une façon naturelle le respect de la nature, de soi-même, mais aussi des autres. Naturellement, si tu sais combien la vie est précieuse, si tu sais que l'autre est précieux, si tu sais que toutes les différences dans ce monde sont précieuses, que la beauté est quelque chose d'extrêmement subjectif, que la différence est peut-être ce qu'il y a le plus beau sur cette planète, hein, que les différences de couleur, de peau, etc., c'est un cadeau de la diversité de la vie, il n'y aurait plus toutes ces haines et toutes ces méchancetés. Le problème, c'est que dès l'école, on nous présente un monde dans lequel il faut faire et paraître pour se sentir exister. Et donc c'est pour ça qu'on court après les échelons, qu'on essaie d'être meilleur que notre voisin, parce que si on est juste nous-mêmes, on a l'impression qu'on va pas exister et qu'on va s'endormir. Et donc on fait pas. Eh bien, il faut apprendre aux jeunes que tout ça c'est faux. Que l'école, alors je vais peut-être être un petit peu subversive, hein, mais que l'école, l'éducation, tout ce qu'on nous apprend, les il faut et il faut pas, c'est ce que nous devons jeter, c'est ce que nous devons mettre de côté. C'est ce que nous devons oublier. Les il faut et il faut pas, c'est des injonctions, c'est des endoctrinements, c'est des conditionnements, c'est de la domestication. Et je pèse mes mots. Le nombre de personnes que j'accompagne et qui sont domestiquées, conditionnées et qui ne le voient pas. Ce que tu viens de dire, hein, la performance, la compétition, mais tout ça, c'est épuisant, quoi. Et c'est ce qui amène aussi de la confrontation et du désamour de l'autre. Et de la soi-même. destruction de notre planète en même temps. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer la planète. Dans les relations, si quelqu'un ne s'aime pas, il ne va pas pouvoir vous aimer. Mais le problème, c'est qu'à 15 ans, 18 ans, on n'a pas cette lucidité pour se dire on est en train de me conditionner et je vais avancer à contre-courant pour m'écouter à moi. Ah oui, mais c'est pour ça que tu es là, Victoria. Oui, c'est pour ça que je suis là. Mais oui, non mais... c'est pour ça que je veux honorer ce que tu fais, cet élan intérieur qui t'a poussé. Nous avons besoin en ce moment des nouvelles façons de parler, un autre langage. Moi, je passe ma vie depuis plus de 30 ans à modifier le langage des personnes que je rencontre en leur disant « mais ça, tu es en train de te réduire avec ça. Pourquoi tu choisis ça ?» En fait, la plupart des personnes croient qu'elles n'ont pas le choix. Et moi, je voudrais dire aux jeunes, vous avez le choix. Vous avez le choix, même si vous croyez que vous ne l'avez pas. Vous avez le choix, par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Vous avez le choix de vous dire, oui, ça c'est son point de vue, mais ce n'est pas forcément le mien. Mais vous avez le choix de ne pas croire ce qu'on vous dit. Par contre, vous avez le choix de croire ce que vous savez au plus profond de vous. Parce que la plupart d'entre nous, et toi-même, je sais que depuis toujours, tu as su, hein, dans le peu que tu m'as raconté, que la vie c'était autre chose. Mais c'est vrai, la vie c'est autre chose que la course au paraître, à l'argent, au travail, à la douleur, au drame, etc., qu'on voit dans tous les téléréalités, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on voit? Argent, sexe, trahison, oui, tu m'as trompé. Enfin, ça n'en finit pas, c'est tout le temps comme ça en boucle. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et quand on est petit, on le sait. Quand on est petit, qu'est-ce qu'on sait? On danse, on chante, on est heureux, on va vers ce qui nous fait du bien. On va pas vers les personnes qui ne nous inspirent pas parce qu'on perçoit l'énergie, on n'a pas besoin de savoir. Il y a un savoir, je dirais, intuitif. Et les enfants l'ont tous, jusqu'à ce qu'ils commencent à être éduqués. Jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et ce qui était naturel pour eux devient un défaut. Je te disais, moi, je sautais, je dansais, c'était naturel, j'aimais la vie. Et tout d'un coup, c'est devenu un défaut. Ben, il t'en faut des années après pour... Alors, les gens petits sont éduqués à couper tout ce qui est leur vivance. Et ensuite, ils font 10 ans de thérapie pour retrouver leur vivance. Non, mais c'est de la folie. Il faut arrêter ça. Et c'est les jeunes générations
qui vont stopper ça. J'ai envie de dire, ne croyez pas les gens qui vous disent les choses d'une façon grave et sérieuse, comme si c'était la vie des grands, vérité c'est dur. absolue. Ne croyez jamais ces gens-là. Croyez ceux qui sont heureux. Croyez ceux qui sont joyeux. Croyez ceux qui vous laissent le choix même de vous tromper. Suivez ces personnes-là. Parce qu'en fait, une personne qui vous permet même de vous tromper ou de faire une expérience qui n'est jamais se tromper d'ailleurs, qui est juste une expérience qui nous apprend. Mais ça, c'est un sujet aussi. C'est qu'on on nous dit que quand on tente, on va peut-être échouer et ça nous fait peur, quoi. On n'ose plus. Tant mieux. Échouons. Edison, pendant un jour, quelqu'un lui a dit qu'il avait raté 1000 fois toutes ces expériences pour trouver la lumière. Hein. Et il a dit non. J'ai juste expérimenté, commencé de rater 1000 fois ce que j'avais prévu. Mais ce n'est pas un échec, j'ai appris de ça. Et en fait, ça, c'est très, c'est très français, j'ai envie de dire quand même. Complètement, en Amérique, parce que j'ai vécu un an aux États-Unis. Ils encouragent les échecs. Ah, mais c'est complètement différent. Ici, j'ai voulu créer une entreprise quand j'avais 30 ans. Tout le monde me disait oh là là, mais fais attention, est-ce que tu as fait une bonne étude de marché Tu es sûr que ça va marcher Non, je suis sûre de rien. Mais j'ai envie. Ah oui, mais quand même, peut-être que tu vas te planter. Bon, ok. Je vais aux États-Unis, je dis la même chose. Tout le monde. Mais vas-y, fonce, ça marche pas. Tu feras autre chose. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Faites que ce que vous avez envie de faire, mais certainement pas ce que les autres vous disent de faire. En fait, le moteur, le seul enseignant, c'est la joie profonde, intérieure, quand on pense à quelque chose, et l'enthousiasme. Tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'était complètement irraisonné par moments. Mon mental me disait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais moi, je savais, il y avait une joie qui m'y poussait. Mais c'est ça le moteur, c'est ça qu'on doit apprendre aux enfants. Tout ce qui te rend joyeux, fais-le. Et puis si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, mais change. Il faut comprendre que nous avons la possibilité de toujours changer nos choix. Oui. Et j'aimerais aussi revenir sur ton parcours, parce que là, certains peuvent aussi se dire oui, c'est facile de dire la joie, l'enthousiasme, mais il y a aussi les difficultés de la vie. Et pour cause, tu as eu un drame vraiment très dramatique à l'âge de tes 30 ans. Et pour autant, tu as toujours cultivé et gardé d'autant plus cette joie et cet enthousiasme. Peut-être que tu peux nous parler de cet événement et revenir là-dessus pour qu'on comprenne aussi d'autant plus les épreuves que tu as traversées. Oui, j'ai pu perdre par moments quand même cette joie, cet enthousiasme, puisque j'ai perdu toute ma famille dans un incendie de façon, oui, assez dramatique, dont mes enfants. À 30 ans. À 30 ans. Et c'est clair que cette philosophie-là, j'ai presque envie de dire que je ne l'avais pas vraiment avant. Je l'avais toute petite, mais je l'avais perdue comme tout le monde. Par l'éducation, par mon premier mariage, mon travail, etc. Tout était grave, sérieux. Enfin, donc tu étais rentrée dans les rangs. Ah oui, complètement. Non, pas complètement. C'est pas vrai. Il y avait une partie de moi qui était rebelle à toute cette tristesse et puis c'est il faut pas. Et c'est d'ailleurs ça qui a créé, un désaccord énorme entre mon mari et moi, parce qu'il était dans quelque chose d'assez sombre, dépressif, etc. Et peu à peu, moi, je ne supportais plus ça et j'avais envie de retrouver ma joie, ma vivance. Et je voulais emmener mes enfants avec ça, avec moi dans cette vivance. Et donc, il n'a pas du tout supporté, il s'est suicidé, il a emmené les enfants avec lui. Enfin, ça a été vraiment... Et ce drame, en fait, qui pourrait faire pleurer dans les chaumières, et ce n'est pas mon but, c'est pour ça que je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais ce drame m'a vraiment permis, entre guillemets, de toucher le fond du fond, c'est-à-dire de perdre tous mes repères et surtout d'avoir cette force dont je ne m'étais pas rendu compte, mais de la personne qui n'a plus rien à perdre. Parce que quand tu n'as plus rien à perdre, ben finalement, tu n'as plus rien à perdre, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est ça. À partir du moment où je n'avais plus rien à perdre, il y a eu un défi à l'intérieur de moi qui était qu'est-ce qui me permettrait déjà que je vive jusqu'à ce soir, parce que ce n'était pas évident au début, et qu'est-ce qui me permettrait que tout ceci n'arrive plus et comment on peut en arriver à des choses pareilles. Et je voulais que ma vie, elle serve au moins. Alors, je ne savais pas comment à l'époque. Au début, je n'étais pas si claire que je le dis maintenant. Au début, j'étais par terre. Mais il y avait une force en moi qui me disait
qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment est-ce qu'on peut rebondir à quelque chose comme ça? Et c'est grâce au témoignage de quelqu'un qui a vécu dans les camps de concentration, qui s'est évadé, enfin qui a perdu toute sa famille une première fois, une deuxième fois, qui parlait de la force de vie, que j'ai pu m'accrocher à ça. Je me suis accrochée à ce témoignage en me disant, s'il a pu, je peux. Mais à ce moment-là, j'avais plus de repères. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'avait appris, allez hop, il fallait plus m'en parler. Il fallait pas non plus me parler de la Bible ou de n'importe quelle religion. Je ne supportais même pas ce mot. Par contre, c'est comme s'il y a un GPS qui s'est activé, le GPS de la conscience, le GPS de l'intuition, le GPS que tous les enfants ont, justement. C'est comme si j'avais retrouvé ce GPS que j'avais perdu par l'éducation. Très intéressant parce que je ne l'avais pas encore vu comme ça. Comme quoi, cette interview t'aura permis de réaliser mais des vraiment, choses. vraiment. Et du coup, j'ai suivi ça parce que, encore une fois, quand tu n'as plus rien à perdre, tu t'en fous si ce que tu fais, ça paraît fou pour les autres. Et ça paraissait fou pour les autres. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je partais dans des voyages, il y avait des hasards qui arrivaient. Alors, tout d'un coup, en suivant ce GPS, j'ai découvert ce que j'apprendrai beaucoup plus longtemps plus tard, quand je suis devenue psychothérapeute en Gestalt et analyse jungienne, ce terme de synchronicité inventé par Jung. C'est-à-dire qu'en m'abandonnant à la vie et uniquement à ce que je percevais en moi, peu à peu, je suis allée dans des chemins que je n'avais encore jamais défrichés et dans des chemins que mon mental disait stupides, ça sert à rien, etc. Mais là, à ce moment-là, le mental, il n'était plus là. Donc, il ne venait pas m'empêcher d'avancer. Je suivais cette intuition et j'ai commencé à voyager, à rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser. C'est vous, les jeunes, qui êtes en train, et vous avez la possibilité, grâce à tout le bordel en ce moment, hein, si vous avez la possibilité de créer une nouvelle humanité en honorant qui vous êtes, en honorant la planète, en honorant chaque arbre, chaque fleur, chaque animal qui a droit à autant de respect, de place que n'importe qui. Mais pour qui s'est donc pris l'humain depuis si longtemps pour tuer, contrôler, arracher? Mais s'il vous plaît, ne modélisez pas cette humanité-là, qui est une humanité de destruction. Ne modélisez pas ces personnes qui sont dans des abus de pouvoir, hein, à qui on a donné du pouvoir aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de se plaindre de ça. Il s'agit de reprendre son propre pouvoir. Et le propre pouvoir, c'est parfois de choisir différemment et de dire non à certaines situations, mais de trouver d'autres possibilités. Parce que toujours se battre et se rebeller, ça c'est le truc de l'adolescence, on l'a tous fait. Hein, mais pourquoi pas? Mais il y a un temps aussi pour poser des questions au lieu de donner des réponses tout le temps. Et les gens qui posent des questions, ils s'attendent toujours à quelque chose de nouveau. Les gens qui sont toujours dans des conclusions, ils ferment la porte aux nouvelles possibilités. Mais tu dis, il faut parfois tout perdre pour ne plus avoir peur de perdre. Alors, est-ce qu'on est obligé de tout perdre pour ne plus avoir peur de perdre? Non, bien sûr. Moi, c'est un peu extrême. Je pense que je fais partie des personnes qui ont vécu quelque chose de dramatique, mais peut-être pour être un jour des gens qui témoignent aussi, parce qu'on a besoin de témoins. Et si tout petit, très jeune, on suit notre instinct, notre intuition, si nous sommes accompagnés à nous faire confiance dans ce que nous sentons, dans nos pressentiments, etc., nous n'aurons pas besoin de tout perdre pour retrouver ce savoir. Moi, je l'avais perdu. Dans la société actuelle, ça demande beaucoup de courage que d'être conscient. Ça demande du courage, c'est vrai, mais j'ai même envie de dire autre chose, c'est que quand tu sais ça au plus profond de toi, tu peux même plus faire autrement. C'est presque, et je sais que tu le sais ce que je dis, Oui. je le sais, c'est que quand tu sais qu'il y a une autre possibilité, j'ai presque envie de dire que le courage, ça serait de te stopper dans ton élan. Voilà. Non, justement, j'ai envie de dire que la puissance qui est en nous, elle n'a pas vraiment besoin de courage. Une confiance que c'est exactement ça que tu dois faire et là que tu dois aller, rien ne va jamais t'arrêter. Nous devons cultiver notre enthousiasme et notre joie naturelle. Et tu sais comment on peut la retrouver aussi quand on l'a perdue? En bougeant notre corps,
en dansant. Et je sais que les jeunes, vous faites ça. Enfin, j'espère que vous faites ça, de danser. Nous, on dansait beaucoup quand on était jeunes. Mais la danse, ça permet d'activer une énergie bloquée en nous. En fait, la tristesse, le chagrin, le désespoir ne sont pas naturels. Ça peut nous arriver, nous tomber dessus, mais normalement, l'énergie de la vie est tellement puissante qu'elle va remobiliser tout ça. Sauf que beaucoup de personnes ont tellement pris l'habitude de se contrôler, d'agir par la volonté et de la volonté. Non, moi je vous dis, n'ayez pas de volonté. Faites sans effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes enthousiasmé pour quelque chose, vous aurez le courage et la force d'y aller et vous n'aurez même pas envie de vous arrêter, vous ne compterez même pas vos heures. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec de la volonté. La volonté, c'est quand tu veux te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ben, n'ayez pas de volonté. On n'arrête pas de nous dire d'avoir la volonté. À l'école, on laisse les gamins 8 heures assis sur une chaise, alors qu'un gamin, son corps, il a besoin de bouger, il a besoin de chanter, il a besoin de danser, il a besoin de parler. C'est inhumain ce qu'on fait vivre dans les écoles. C'est pas étonnant qu'on aboutisse à des adultes traumatisés dans le sens qu'ils n'osent rien faire, ils sont inhibés, ils croient qu'ils ont toujours tort, ils ont perdu même le sens de la joie et quand tu leur demandes de choisir, ils ne savent même pas choisir. On ne nous habitue pas à choisir, on nous demande de faire, de croire, d'agir en fonction des normes. Mais ne soyez pas dans les normes. Je vais me faire taper sur les doigts, moi, avec cette interview. Mais ne soyez pas dans les normes. Mais comment on se libère de ces conditionnements, justement, pour retrouver notre propre capacité à choisir? Alors, la première en 3 chose, conseils, ou plus, si tu en as plus. Mais moi, je concrètement. dirais que comment on se libère, c'est déjà d'en avoir l'envie. Tu vas pas libérer quelqu'un qui voit pas qu'il est prisonnier. Oui. Attends, mais La dans ce conscience. monde-là, regarde autour de toi, il y a plein de gens qui sont prisonniers. Hein. Oui. Et Mais ils s'en croient rendent pas compte. mais ils le savent pas, ils connaissent pas la liberté. Donne la liberté à toutes les personnes dans ce monde. Tu vas voir comment ils vont paniquer. Parce qu'on a tellement peu l'habitude d'avoir la liberté. La vraie liberté, oui, on a l'impression d'être dans un pays de liberté par rapport à d'autres pays. Mais la vraie liberté, c'est pas d'aller marcher à gauche ou à droite. La vraie liberté, c'est d'oser aller jusqu'au bout de ce qu'on sait, de ce qu'on pense, de ce qui est en nous. Alors d'abord, je dirais, posons-nous la question. Est-ce qu'on se sent libre? Ce que je dis ne peut concerner que les personnes qui n'en peuvent plus. Ça ne peut concerner que les personnes qui savent déjà qu'il y a quelque chose d'autre. Et moi, je dirais que si tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, à ce moment-là, commence à choisir des nouvelles. Tu fais toujours la même chose, choisis autre chose. Si tu choisis autre chose que ce que tu fais, tu auras automatiquement une possibilité différente. Eh ben oui. La deuxième chose, le deuxième outil que je donne, c'est la question. On attire à nous ce qu'on émet. C'est comme si vous activiez des molécules dans le champ quantique et qui va revenir vers vous sous forme de synchronicité. C'est quoi la synchronicité? C'est une rencontre, un événement, un livre, un signe quelque part. Puis on se dit, ah mais c'est incroyable, c'est exactement ce qui correspond à ce que je viens de demander. Et donc, l'invitation, c'est qu'au lieu de le faire par hasard, de le faire consciemment. De demander, mais quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui me permettrait que ma vie soit plus légère, que ça soit plus facile? Moi, à une époque où je te le disais, puisque tu étais dans ma maison, je disais, mais quel est le havre de paix qui m'attend? Et effectivement, la maison m'a appelée. C'est vraiment par synchronicité et hasard incroyable que je suis arrivée là où je suis. Donc, ne doutons jamais du pouvoir vibratoire de nos pensées, de nos paroles, de nos demandes. Donc, le choix, la question, mais pour pouvoir recevoir, je dirais, une information, encore faut-il que la porte soit ouverte. Faut y croire. Voilà. Et le Bouddha disait, vos pensées créent le monde. Mais si vous savez utiliser vos pensées, vous allez faire de ce monde quelque chose de magnifique. Alors, moi, ça fait très, très longtemps que je suis sûre de ça, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai la joie que, justement, tous les physiciens quantiques nous ont montré ça, ont vulgarisé cette information et confirment ce que les prophètes savaient depuis la nuit des temps. Et donc, il faut que la porte soit ouverte. Et pour ça, il faut oser être vulnérable. C'est-à-dire, il faut déposer tout ce qu'on sait comme les vérités qu'on nous... Vous savez, ce qu'on sait, la plupart du temps, c'est pas à nous. Hein.
Ça appartient aux éducateurs, ça appartient à la société. On nous a vendu des vérités qu'on a achetées sans même les vérifier. Et ces vérités, si elles sont horribles, elles créent des résultats horribles. Enfin, je veux dire, le monde, il est simple, hein, c'est une loi vibratoire. Tous les jeunes, c'est ça qu'on doit leur apprendre. Tout ce que tu dis, ce que tu crois, ce dont tu es sûr, crée ta réalité. Lâche tout ça. On te l'a donné comme étant vrai, mais pourquoi tu continuerais de le croire si ça ne te convient pas? Fais un essai, adopte une autre croyance, regarde le monde d'une autre façon, avec un nouveau regard. Avec un nouvel œil. Avec un nouvel œil, c'est tout à fait ça. Et puis, si ça ne te convient pas, tu arrêtes. Enfin, je veux dire, où est le risque de changer sa façon d'être? Mais il y a aussi des fois où tout est tellement aligné, où on se sent pleinement heureux, et où on se dit, mais c'est pas possible, tout va trop bien, il va se passer quelque chose, j'ai pas le droit à ça, quoi. Ah ben oui, mais alors ça aussi, ça à qui ça appartient. Alors moi, c'est un petit outil que je veux bien vous filer, ça, le à qui ça appartient. Toutes les fois où vous avez une pensée qui arrive, une idée, un sentiment, une émotion, demandez à qui ça appartient. Est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Combien de fois on s'identifie avec les histoires des autres? Tout le temps. Nos parents, nos grands-parents. Et en fait, nous devons apprendre aussi à nous débarrasser de certaines implantations en nous, des points de vue, des croyances, des limitations qui proviennent de génération en génération ou même des fois de l'environnement dans lequel on est. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont toujours été dans une famille qui souffre, par exemple. Eh bien, la grande difficulté, ça doit être d'oser être heureux. Parce que si j'ose être heureux, je suis en train de me désolidariser de cette souffrance familiale qui me ramène à un lien familial. Il faut accepter parfois de casser des liens morbides. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les personnes, mais que nous, on va casser le maillon. C'est comme si on coupait une chaîne. Mais vous savez, personne d'autre ne peut le faire que nous. Je choisis autre chose dans ma vie. Je choisis de ne pas répéter ce que font les autres. Je choisis d'être différent, parce que c'est là qu'il y a le courage. Le courage, c'est d'oser être différent et de ne pas être approuvé. Je voudrais aussi indiquer ça. Arrêtez d'attendre l'approbation de gens qui ne pourront jamais approuver que vous changiez et que vous fassiez quelque chose de plus grand et de mieux, de plus lumineux qu'eux. Il faut cesser ça. Il faut suffisamment se renforcer intérieurement pour oser choisir quelque chose que les autres ne vont pas choisir. Mina, pour conclure cette interview, est-ce que tu pourrais nous partager le conseil que tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Le conseil... Le message qui te semble le plus important de diffuser. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes unique, mais vraiment unique, même si vous êtes totalement en reliance avec tout le vivant qui est sur cette planète. Il vous a été donné une graine différente à chacun et votre rôle, c'est de l'arroser et de la faire fleurir. C'est comme si nous étions dans un jardin et que chaque personne, chaque jeune qui est là, c'est une plante, c'est une fleur. Si la fleur de rose, si la graine de rose est mise dans une terre pour les cactus, elle va flétrir et mourir. Donc vous devez trouver la terre qui vous permet de fleurir. Et si votre enthousiasme et votre joie sont éteints par les personnes autour de vous parce qu'elles ne peuvent pas ressentir la même chose que vous, parce qu'elles ne peuvent pas comprendre quelque chose qui est différent, s'il vous plaît, entourez-vous de personnes qui soutiennent qui vous êtes et qui vous soutiennent dans vos projets, même les plus fous, même si vous ne savez même pas si vous allez réussir, parce que même si vous ne réussissez pas, vous aurez appris tellement de ça. Donc, mon conseil, n'attendez pas d'être approuvé, n'attendez pas d'être aimé. Commencez par aller là où votre joie vous pousse. Merci beaucoup, Mina. Merci.